Le grand jury des auditeurs avec Manon Aubry, tête de liste donc de la France Insoumise. Vous avez compris le principe. Les auditeurs vont intervenir tout de suite. Les élections européennes le 9 juin, donc dans moins de 2 mois maintenant. Est-ce que vous êtes dans les clous en termes de, j'allais dire, de sondage ou autre, parce que le premier auditeur qui veut intervenir va vous interroger sur ce... En tout cas, si on prend tous les derniers sondages, on est la seule liste qui progresse, qui soit stagne, soit qui progresse, et qui en tout cas ne perd pas de points. Et je pense que c'est la démonstration qu'il y a des millions de gens qui ont envie d'autre chose dans le pays que le duo entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella ou Marine Le Pen, et qui ont envie d'un peu d'air, un peu de souffle, notamment pour agir contre la vie chère. Je suis sûre. On en parlera. Ben voilà, et donc on interroge Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Voilà, donc est-ce que vous avez eu déjà un début de réponse de Manon Aubry ? Salut Manon, alors je vais tutoyer Manon, ça la dérange pas parce qu'on est des camarades. Bien sûr, allez-y. Manon, tu dis que les Français ils veulent autre chose que le duel Macron-Bardella, sauf qu'en fait je trouve que LFI quand même a pris un sacré coup dans les dents dernièrement. Pareil, quand tu vois que LFI se fait traiter d'antisémite. Je sais pas, je pense que LFI, on en prend beaucoup dans les dents pour pas grand-chose. Vous êtes un sympathisant ou un militant vous-même de LFI, Philippe ? Alors moi, je suis plus à gauche que LFI. D'accord, ok. Bon, enfin, vous êtes Ce qui montre que nous ne sommes pas d'extrême gauche s'il y a des gens plus à gauche. Un camarade. Donc, voilà, vous avez entendu ces questions que vous a posées Philippe. Vous en avez pris dans les dents dernièrement. Salut Philippe. C'est vrai que ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a eu une petite stratégie de diabolisation de la France insoumise. Et le fait est que ça n'a pas complètement fonctionné, vu qu'on est en hausse dans les sondages ces dernières semaines, et que je pense que nos messages commencent à porter. Je vais vous prendre quelques exemples précis. Il y a eu une crise agricole ces derniers mois. On est le seul groupe, je préside au Parlement européen, le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange qui mettent en concurrence nos agriculteurs face à des produits agricoles qui viennent des 4 coins du monde entier, du lait de la Nouvelle-Zélande, de la viande du Brésil. Ce sont des choses qui parlent aux gens de la même mesure. Je vous donne juste un deuxième exemple. Parce que la question de Philippe, c'était pas celle-là. La question de Philippe, on en a pris dans vous en avez pris plein la figure, et notamment sur les questions d'antisémitisme. Mais vous savez, quand on est de gauche, l'antisémitisme, c'est un sujet suffisamment sérieux pour ne pas inventer des antisémites là où il n'y en a pas. Et notre histoire politique est liée à la lutte contre l'antisémitisme, qui est une question qu'il faut prendre très au sérieux dans notre pays. Et donc prendre très au sérieux cette question, par ailleurs, qui est un délit, ça veut dire à la fois mettre les moyens pour lutter contre les vrais antisémites et ne pas inventer... C'est quoi les vrais antisémites ceux qui... C'est l'extrême droite ? Notamment, qui a une histoire qui est issue de l'antisémitisme. Je rappelle que parmi ceux qui ont créé le Front National à l'époque, il y a des héritiers des nazis. Donc oui, les nazis, qui est un mouvement politique qui s'est fondé sur l'antisémitisme. Après, vous savez, l'antisémitisme, malheureusement, ça traverse toutes les couches de la société. C'est une des raisons pour lesquelles il faut prendre au sérieux cette forme de racisme et pouvoir lutter avec les moyens contre. Philippe, est-ce qu'on a bien répondu aux questions que vous vous posiez ? Non, ouais. Après, j'aurais juste une petite question encore à poser. Allez-y. Alors, à votre camarade. Elle parlait des agriculteurs et des contrats de libre-échange, etc. Pour les agriculteurs, il y avait aussi la concurrence déloyale. Alors, je suis routier. Le transport routier, il n'y a jamais autant de boîtes de transport qui ont fermé en 2023. On en prend plein la tête. Sur les routes, il n'y a quasi plus que des pays de l'Est. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que l'Europe comptait faire par rapport à ça, parce que tant qu'il n'y aura pas d'harmonie sociale... La concurrence déloyale, par exemple, avec les Polonais, j'imagine. Et ça, merci Philippe, parce que c'est un point crucial et un échec crucial de l'Union européenne. Pourquoi il y a aujourd'hui une concurrence déloyale, notamment dans l'emploi des routiers ? C'est à cause d'une directive européenne sur le travail détaché. Concrètement, des entreprises françaises peuvent employer des Polonais, des Roumains, et les faire travailler en France avec les conditions sociales, la protection sociale de leur pays d'origine, notamment dans des pays comme la Pologne ou la Roumanie où c'est beaucoup plus faible. Donc ça crée de la concurrence vers le bas et tout le monde est gagnant. Et tout le monde est perdant, pardon. À la fois, les travailleurs ici, les routiers en France, ils sont perdants parce qu'ils font face à une concurrence déloyale.
Et même ceux qui sont employés, les routiers roumains par exemple, qui sont employés en France, ils sont perdants parce qu'en Roumanie, ils sont en train d'abaisser encore plus la protection sociale. Donc moi, je me bats contre cette concurrence déloyale à tous les niveaux, contre cette directive européenne sur le travail détaché. Pour moi, tous ceux qui travaillent en France, ils doivent être employés selon les conditions de travail françaises, quelle que soit leur nationalité, et contre la concurrence déloyale qui est causée par les accords de libre-échange. Et c'est un combat fondamental qu'il va falloir mener dans cette campagne. On va marquer une courte pause. Remercier Philippe. Merci Philippe. Pour votre première question, nous serons avec Thierry, avec Baptiste dans un instant, avec Bénédicte Tassard, spécialiste des questions européennes. On vous retrouve Manon Aubry face aux auditeurs d'RTL. Les auditeurs ont la parole. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Le grand jury des auditeurs. Avec Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion, Bénédicte Tassard, de rappeler les derniers sondages et de dresser le constat que vous ne faites pas la course à gauche. Alors, le dernier sondage Toluna, Harris Interactive avec RTL M6 et Challenge, qui a été publié hier. Les écarts s'amenuisent entre la liste du Parti Socialiste de Place Publique, Raphaël Glucksmann, 12%, et celle de la France Insoumise de Manon Aubry, donc de vous, qui gagne 1 point. Vous gagnez 1 point par rapport à la semaine dernière. Vous êtes à 9%. 30% pour le Rassemblement national et la liste de la majorité, elle est à 17%. Voilà, et on rappelle qu'il y a tout en bas de votre liste, en position non éligible, quelqu'un dont on va parler maintenant. Il fait l'objet de la question de Louise. Bonjour Manon Aubry, j'ai une question pour vous. Jean-Luc Mélenchon est sur votre liste, mais tout en bas. J'imagine que vous ne pouviez pas vous passer de lui, mais il n'est pas un peu encombrant? Merci. Il n'est pas un peu encombrant, donc demande Louise, qui a fait le 3210 ou qui s'est exprimée sur l'appli RTL. Oui, pourquoi alors cette présence? Bonjour Louise, moi je suis assez fière d'avoir Jean-Luc Mélenchon présent sur ma liste, parce que c'est celui qui a permis à la gauche de tenir debout. En 2022, il a fait 22% à l'élection présidentielle. Il a ensuite créé la NUPES, qui nous a permis d'obtenir 151 députés à l'Assemblée nationale. Et vous savez, y compris vu de ma position de députée européenne, où je vois ce qui se passe dans les autres pays européens, il y a beaucoup de pays qui nous envient, qui aimeraient bien avoir un Jean-Luc Mélenchon qui a fait tenir la gauche debout. Je pense à des pays comme l'Italie, où la gauche est exsangue, par exemple, où l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Après, je crois que j'ai fait aussi la démonstration dans cette campagne que j'avais une voix qui était forte, qui portait, et je suis ravie que Jean-Luc Mélenchon puisse mener aussi la campagne à mes côtés. Avec tous les députés à l'Assemblée nationale aussi, on se donne de la force collective. Est-ce qu'il représente l'avenir de LFI, Jean-Luc Mélenchon? D'abord, sur l'avenir de la France Insoumise, il a été le premier à le dire de nombreuses reprises. Regardez tous les cadres dirigeants de la France Insoumise. Mathilde Panot, présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Manuel Bompard, qui est notre coordinateur national. Moi, qui suis présidente de groupe au Parlement européen. On a tous dans nos 30 ans. Donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit très bien. Avec eux, vous en prenez pour 40 ans. Donc, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, je pense, n'a rien à prouver dans ce qu'il a réussi à construire. Mais... pardon, mais là, il a encore de la force et il est là. Mais est-ce que votre liste est apaisée au sein même de la liste? Est-ce qu'il y a des personnes qui... Est-ce que ça frite un petit peu avec Jean-Luc? J'aimerais bien. Non, je vous demande. Non, je vous rassure, ça ne frite pas. On a une super liste de combattantes et de combattants avec des profils extrêmement diversifiés. Je pense à des gens comme Anthony Smith, qui est un inspecteur du travail, qui avait croisé le fer, notamment avec Elisabeth Borne, qui l'avait suspendu parce qu'il avait osé défendre les droits des travailleurs pendant la crise du Covid. On a des gens qui viennent d'horizons différents. Damien Carême, qui est un député écologiste et qui reste fidèle au programme de la NUPES. Donc pas de tension, pas de friture sur la ligne. Non, franchement, désolé de vous décevoir. Le groupe vit bien, comme on dit dans le football. Une question qui a rapport à l'actualité de ces derniers jours, actualité assez tragique et dramatique. Bonjour Baptiste. Oui, bonjour Eric, bonjour Manon Aubry. Bonjour Baptiste. Écoutez, moi je vois tout ce qui se passe en ce moment et je voulais vous demander, quand vous voyez tout ce qui se passe dans notre société, est-ce que vous constatez une islamisation de la société française? Et si oui, est-ce que vous trouvez ça inquiétant ou est-ce que finalement vous trouvez que ça va dans le sens du temps et que c'est normal? Voilà, islamisation de la société française. Est-ce que ça vous inquiète? Vous êtes au courant effectivement des récentes affaires, y compris celle qui est apparue récemment dans ce magasin de chaussures où un gérant d'une société de chaussures a donc demandé à une jeune fille de quitter le magasin parce qu'elle ne pouvait pas l'embaucher parce qu'elle était voilée. Je ne suis
je pense qu'il faut être très prudent dans ce qu'on veut dire par islamisation de la société. Il y a des millions de gens dans notre pays qui sont de confession musulmane, comme on a des gens de confession juive ou de confession catholique qui vivent leur foi, leur religion dans un cadre qu'organise la société, qui est d'ailleurs le cadre de la laïcité à l'école. On dénonce souvent des faits à l'école, mais la réalité, c'est qu'à l'école, par exemple, la loi sur la laïcité est relativement bien appliquée, avec relativement peu d'incidents. Elle est relativement bien comprise, même si elle doit être vue comme une loi qui doit permettre à chacun de croire ou ne pas croire, comme une loi finalement qui garantit la liberté, plutôt que comme une loi coercitive. Mais moi, je refuse qu'on pointe du doigt une religion dans notre société, telle qu'elle soit, parce que on doit être les héritiers justement de cette société. Et sans pointer du doigt une religion, est-ce que vous avez le sentiment que ces incidents, qui sont parfois même des attaques à la laïcité, se multiplient ou non? De quoi on parle quand on parle d'incidents ou d'attaques à la laïcité? Vous voyez, on ne peut pas faire des raccourcis, il faut être précis de quels incidents on parle. Si vous parlez, je ne sais pas, par exemple, de l'incident contre la jeune Samara, par exemple, qui s'est déroulé à Montpellier, qui est cette jeune femme adolescente qui a été agressée. Il s'est passé plusieurs choses, à la fois le parquet, donc la procureure a précisé qu'il n'y avait pas de motif lié à la religion dans son agression, c'est la procureure qui l'a dit, et sa mère, à cette jeune femme qui a été agressée, a elle-même dit sur un plateau télé qu'elle refusait l'instrumentalisation de cet événement pour pointer du doigt la religion qui était la sienne, qui est la religion musulmane. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut être prudent quand on parle, parce ce qu'on essaye de faire. C'est précisément de monter les gens les uns contre les autres. Moi, ce que je prône, c'est une société apaisée. C'est une société où on peut tous vivre les uns avec les autres, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos origines, quel que soit notre entourage. Mais sans mettre les problèmes sous le tapis. Mais évidemment que non. Mais pour ça, il faut créer de la mixité sociale. Alors, exemple, dans un magasin où une jeune femme, si le règlement intérieur prévoit qu'elle ne peut pas être voilée, est-ce que le gérant doit être mis en cause s'il refuse qu'elle soit voilée? Il n'y a aucune loi en France qui interdit à une femme de se voiler. Mais le règlement intérieur du magasin, en l'occurrence, le précise. Vous voyez, les règles, elles doivent être définies dans un cadre collectif qui est le cadre démocratique de l'État. On a défini des règles dans le cadre public, à l'école, dans les institutions publiques, et ce cadre, de nouveau, est respecté. Mais je pense qu'il faut faire attention à la fois aux amalgames, à la fois à dresser les uns contre les autres dans notre société. Moi, je veux être la garante, je vous l'accorde, c'est pas facile en ce moment, mais je veux être la garante de cette unité de notre nation. Parce qu'à la fin, ce qui nous fait tenir, c'est précisément le fait d'être français, d'avoir des valeurs communes ou des valeurs européennes, même si vous le voulez. C'est ce qui nous fait tenir. Et en vrai, les vrais problèmes des gens au quotidien, on peut faire un sondage, puisqu'on pourra demander à vos prochains auditeurs, c'est quoi? C'est l'explosion du coût de la vie, c'est les prix alimentaires qui ont augmenté de 20%, c'est la concurrence déloyale sur notre agriculture et notre industrie. C'est ça les vrais sujets du quotidien. Et là-dessus, pardon, mais ça ne change rien ce que vous portez comme bout de tissu sur la tête. Allez, on marque une pause. Dont on devrait parler. On va parler en tout cas des sujets qui intéressent les auditeurs d'RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Le grand jury des auditeurs. Invité Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise. On poursuit cette émission. Je vous demande par pitié des réponses courtes pour qu'on puisse prendre le maximum d'auditeurs. Jean-Pierre dans une seconde. Mais avant cela, puisque vous êtes là, Bénédicte Tassard, rappelez-nous cette affaire de pacte asile-immigration. Le pacte asile-immigration qui a été voté au Parlement européen mercredi dernier, avec notamment donc des mesures pour essayer de ralentir la venue des demandeurs d'asile aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec la création de centres de rétention et un autre traitement des demandes d'asile, et puis une solidarité entre les pays, avec les pays de première entrée, donc là où les migrants arrivent, vont-ils être répartis sur le reste du territoire européen? Manon Aubry, vous pouvez rappeler
la position. Vous ne l'avez pas voté. Non, j'ai voté contre parce que ce n'est pas du tout un pacte qui va ralentir les venues ou je ne sais quoi d'autre. C'est un pacte qui, va criminaliser davantage et renvoyer encore plus de migrants, les mettre en centre de détention comme des enfants, notamment des enfants mineurs. Et 2, non, il n'y a pas de principe de solidarité. Pire encore, les États pourront payer de l'argent pour financer des murs aux frontières de l'Union européenne plutôt que d'avoir un principe de solidarité. Vous allez nous l'expliquer parce que justement, Jean-Pierre... J'ai fait court. Vous avez fait court et merci. Sur une question qui est complexe. Bien sûr. Et Jean-Pierre veut vous interpeller à ce sujet. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. À Dole, bonjour, dans le Jura. Très bien. Je viens d'entendre Madame Aubry, que je salue. Je pense que tout d'abord, elle a une vue très optimiste sur la situation du vivre ensemble. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Madame Aubry n'a pas voté et est contre le nouveau pacte migratoire. Asile-immigration. Oui. Voilà, l'immigration. Donc, que vous jugez trop restrictif, trop sévère, en somme, pas assez généreux à vos yeux. Alors la question, dois-je comprendre, Madame Aubry, que vous êtes pour une ouverture totale et sans limite des frontières européennes à toute forme d'immigration, sans restriction, une sorte d'entrée systématique avec des contrôles, disons, allégés, ou plutôt une entrée gratuite, sans contrainte numérique. Alors avec à terme une régularisation totale pour ces nouveaux arrivants ou pas. Et puis bon, si vous me permettez que je continue. Très vite, mais vraiment très vite, Jean-Pierre, parce qu'il faut que tout le monde parle. Alors la question serait la suivante. Quelles seraient vos propositions concrètes et réalistes, disons, pour limiter, parce que là, on ne limite pas l'arrivée, on va répartir, on est en train de prendre des dispositions pour mieux répartir. Quelles mesures pour limiter voilà. Parce que, disons, moi, je pense que dans la prise de position de Madame Aubry, disons, c'est plus, disons, une vue, je dirais, aveugle pour une idéologie. De l'utopie, pour ne pas dire de l'utopie. Je vous coupe, Jean-Pierre, et je vous donne la parole, évidemment, pour répondre à Jean-Pierre, Manon Aubry. Bonjour Jean-Pierre, 2 choses que je peux vous dire. La première, c'est que vous savez, ceux qui traversent la mer Méditerranée au péril de leur vie, en général, c'est qu'ils n'ont eu d'autres choix. On ne monte pas sur un radeau de survie comme on monte sur un bateau de croisière. Il est mort 30 000 personnes en mer Méditerranée ces 20 dernières années. Et donc l'enjeu qui est le nôtre est juste et une chose très simple, c'est sauver des vies. Moi, je n'accepte pas que des gens, quelle que soit leur nationalité, leur origine, meurent et que la mer Méditerranée soit transformée en tombeau. L'urgence, c'est de sauver des vies, oui, l'urgence, c'est de sauver des vies. Maintenant, vous savez, on quitte jamais sa terre par gaieté de cœur. Si vous, là, ici, en tant que journaliste à RTL, vous êtes heureux dans votre vie, vous vivez dans de bonnes conditions, je vous le souhaite, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à vous syndiquer. Mais vous, a priori, il n'y a pas de raison que vous quittiez votre terre, vous quittiez Paris si vous y habitez. Donc, si les gens quittent leur terre, c'est qu'ils ont des raisons de quitter leur terre. C'est souvent la guerre, c'est souvent des incidents climatiques, des inondations, la sécheresse, etc. Et là-dessus, on a des leviers aussi pour agir. Parce que moi, évidemment, je préfère que les gens n'aient pas à quitter leur terre, parce qu'ils vont être déracinés. Et donc, pour ça, il faut agir sur ces leviers-là, notamment notre responsabilité qui est engagée dans un certain nombre de conflits internationaux, notre responsabilité sur le dérèglement climatique. Évidemment, tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais je pense que vous voulez financer des mesures, des actions dans les pays d'origine. C'est une des raisons pour lesquelles on avait une aide publique au développement, qui est le premier budget dans lequel aussi coupe le gouvernement. Et puis aussi pour cesser les rapports économiques inégaux. Les accords de libre-échange, de ce point de vue-là, sont aussi des rapports économiques inégaux qui maintiennent dans la misère un certain nombre d'États du Sud au sens large. La forcément, ça peut aussi leur donner du travail et des commandes aux entreprises. En pratique, non, parce que ça les maintient dans un système d'exploitation. Moi, j'ai travaillé plusieurs années en République démocratique du Congo, notamment sur l'extraction de produits miniers, qu'il y a du cuivre, du cobalt dans vos téléphones, par exemple, et les gens sont littéralement exploités. Donc, on a intérêt à ce qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions et qu'ils aient pas à quitter leur terre. Maintenant, quand les gens... Moi, j'ai rencontré comment l'Europe doit, alors je ne vais pas employer le mot se protéger de l'immigration, mais en tout cas s'organiser. Elle doit s'organiser. Pour faire face à cette immigration massive. Ça aussi. Il y a un principe. Il n'y a pas d'immigration massive par ailleurs. Je vous donne un exemple. On a su accueillir plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens. En France, c'est plus de 100 000 Ukrainiens depuis le début de la guerre en Ukraine, sans aucune difficulté. Parce qu'on a su s'organiser pour le faire. Pourquoi on sait s'organiser pour les Ukrainiens et on ne sait pas s'organiser pour ceux qui fuient la guerre en Syrie ou en Afghanistan ?
Donc moi, cette différence, elle m'est insupportable. Et pour mieux s'organiser, il y a un seul principe qui est fondamental à comprendre au niveau européen, qui est problématique, c'est le principe des accords de Dublin. Vous avez le droit de demander votre droit d'asile uniquement dans le pays dans lequel vous arrivez. Oui, mais ça veut dire qu'on demande ça en Grèce, qu'on demande ça en Italie. Et donc il n'y a aucune solidarité entre les États membres. Et ce que ce pacte asile-immigration était censé faire, c'était acter ce principe de solidarité. Il n'en a été rien. Et donc c'est un échec. Je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse les Italiens ou les Grecs avoir à gérer tout seul, parce que oui, c'est une difficulté et on ne peut pas criminaliser. Je vous donne des exemples, genre des Syriens qui ont fui l'enrôlement obligatoire dans l'armée de Bachar el-Assad. Donc il faut un minimum de principes d'humanité et de solidarité, et en parallèle d'agir sur les causes profondes des migrations que j'évoquais. On marque une courte pause. Vous êtes face aux auditeurs d'RTL. Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise. On remercie Jean-Pierre qui était à Gaulle. Muriel et Kamel veulent maintenant intervenir. On les attend tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Le grand jury des auditeurs. Mais U peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine? Dans les magasins U, il y a des asperges violettes à prix coûtant. Et à seulement 3,98 € les 500 grammes. Je m'entraîne pour être le premier sur le coup. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 11 au 13 avril dans vos magasins U, les asperges violettes à prix coûtant sont à seulement 3,98 € les 500 grammes, soit 7,96 € le kilo. U, commerçant autrement. Calibre 16-22 mm, origine France. Voir modalité et magasins participants sur magasin-u.com. Mon deuxième roman, ouais, il est sorti hier et on est déjà à 2 millions d'exemplaires vendus. D'ailleurs, j'en ai un dans ma polo à 129 € par mois. Si tu veux, je peux te le dédicacer. 129 € par mois. Bah oui, n'importe quoi. Si, c'est vrai. En ce moment, profitez de la polo à partir de 129 € par mois et de 3 mois de loyer offert. Pour une polo neuve LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 500 €, puis 33 loyers de 129 € si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 30 avril dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Et s'il suffisait de pousser la porte pour bien l'entendre? Eh oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien l'entendre. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Chez Poltrone Sofa, le confort est pour tout le monde. Essayez Taviano, canapé d'angle avec 2 assises coulisson. Jusqu'à demain, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 131 €. Venez les voir en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Gamme professionnelle Citroën. 100 ans de passion avec les pros. Mon Citroën Berlingo, qu'il est pro, qu'il est beau. Avec son nouveau design et ses sièges Advance Comfort, je me sens bien avec lui. Nouveau Citroën Berlingo Van. Tout nouveau, tout beau, très beau. À partir de 199 € hors taxe par mois pendant les jours pro. Existe aussi en version électrique. Électrique. Citroën. Crédit bail 60 mois, 100 000 km, premier loyer de 4 819 € hors taxe, offre professionnelle jusqu'au 30 avril, si acceptation crédit par, maintenance plus incluse, détails sur citroën.fr. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Le grand jury des auditeurs. Bonjour Manon Aubry, Jean à l'appareil. 6 mois après le fameux 7 octobre, est-ce que vous condamnez les attaques terroristes du Hamas? Je dis bien terroristes. Merci. Voilà, Jean, qui résume d'ailleurs un certain nombre de questions d'auditeurs liées à cette polémique qui a débuté dès le 7 octobre d'ailleurs, et votre vision donc du Hamas, groupe terroriste ou non. On vous repose la question 6 mois après. Oui, je les condamne et j'ai pas attendu le mois d'avril pour les condamner. Dès le mois d'octobre, j'avais condamné ces attaques terroristes de la part du Hamas. Donc voilà, vous vouliez une réponse simple, courte. Je ne peux pas faire plus simple et plus court. Eh ben c'est très bien. Et Muriel d'ailleurs veut prolonger. Muriel, bonjour. Bonjour. Vous venez d'entendre en tout cas ce qui a été dit à l'instant par Manon Aubry, qui condamne donc les attaques terroristes du Hamas. Oui, elle est une des rares. Moi, j'ai une question toute l'information politique l'a fait, Muriel. Bonjour. Je voudrais savoir à quel point vous vous rendez compte que les paroles de votre formation contribuent à la montée de l'antisémitisme en France, voire en Europe. Et est-ce que c'est un dommage collatéral pour vous? Et ensuite, est-ce que la présence de Rima Hassan sur votre liste est faite dans cette perspective?
Voilà, donc on précise quand même, on donne une explication sur Rima Hassan. Alors, plusieurs choses. D'abord, Muriel, on a eu l'occasion d'évoquer, vous l'avez peut-être entendu, l'antisémitisme en début d'émission. C'est un délit et notre histoire politique parle pour nous, on l'a toujours combattu. Et je le redis, on a condamné avec fermeté les attaques du Hamas du 7 octobre. Maintenant, ça ne doit pas donner un blanc-seing au gouvernement de Benjamin Netanyahou pour massacrer le peuple palestinien. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il est mort à Gaza, plus de 33 000 personnes. Il est mort à Gaza, autant d'enfants en 4 mois que d'enfants dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Et ces faits-là portent un nom, une responsabilité, c'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Donc oui, notre rôle et notre responsabilité, c'est de défendre la paix. J'observe qu'on était bien seul au début à défendre un cessez-le-feu et que même Emmanuel Macron le fait et qu'il ne faut pas juste qu'il parle, maintenant il faut qu'il agisse et notamment il faut qu'il arrête, la France arrête d'envoyer des armes au gouvernement israélien pour massacrer le peuple palestinien. Et donc Rima Hassan, qui est présente sur ma liste, c'est une militante franco-palestinienne pour la paix, c'est une spécialiste en droit international et je suis fière qu'elle soit présente à nos côtés. Rima a condamné, comme nous, les attaques du 7 octobre et comme nous, elle se bat pour faire revenir la paix au Proche-Orient, pour protéger le peuple palestinien. Et que le Hamas libère les otages, parce qu'on n'entend plus beaucoup parler des otages. Bien sûr qu'on est pour la libération des otages, on l'a demandé dès le premier jour, je le refais ici à cette antenne et nous continuerons à le faire. Et que le meilleur moyen pour avoir la libération des otages, c'est de faire cesser le feu aussi dans la bande de Gaza. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'il y a une mobilisation très large en Israël maintenant pour contester, y compris la stratégie politique de Benjamin Netanyahou. Je veux bien qu'on comprenne ça, ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza. On meurt de famine dans la bande de Gaza parce qu'ils sont privés d'eau, d'électricité, de nourriture. On en parle tous les jours sur RTL. On meurt de tout dans la bande de Gaza. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gazaouis, pour mériter ça? Qu'est-ce que vous êtes pour l'élimination du Hamas? L'élimination totale. Mais ça veut dire quoi, l'élimination du Hamas? Évidemment que je ne veux pas que le Hamas puisse nuire. Mais si on me dit, au nom de l'élimination du Hamas, on va en réalité éliminer un peuple entier, c'est ça qui est en train de se passer. La Cour internationale de justice a très clairement dit que le génocide était imminent et a enjoint des mesures conservatoires à Israël, et depuis, ces mesures n'ont pas été prises et le génocide est en cours. Je ne veux pas faire partie de cette génération qui est restée les bras croisés face à un génocide qui est en cours dans la bande de Gaza. Donc c'est notre responsabilité, notre devoir. Génocide aussi. Muriel, c'est le droit international. Moi, je suis, y compris j'en ai fait du droit international, je respecte le droit international et la rapporteure spéciale des Nations Unies a dit que le génocide était démarré. Le rôle maintenant de la France et de l'Union européenne, c'est de ramener la paix dans la bande de Gaza, de cesser l'envoi d'armes, de cesser l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, de retrouver cette voie pour la paix. C'est ça l'histoire de la France et de l'Union européenne et qu'on doit retrouver maintenant. Muriel, comme on a un droit de suite, un commentaire peut-être sur la réponse que vous a apportée Manon Aubry. La réponse que m'a apportée Manon Aubry, c'est la réponse qu'on entend des autorités françaises, de l'ONU, partout en ce moment. Je nie le terme de génocide. Israël répond à une attaque. Et c'est proportionné. Non, elle n'est pas proportionnée. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Rester les bras croisés et attendre que ça se passe? Le Hamas est prêt à repartir à l'attaque. Mais plusieurs choses. D'abord, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les experts à financer le Hamas. Parce que leur objectif, c'était d'affaiblir l'autorité palestinienne qui voulait une solution politique. La réalité, c'est que le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a rien fait pour trouver une solution au conflit au Proche-Orient entre Israël et la bande de Gaza et la Palestine, qui n'a pas commencé le 7 octobre et qui dure depuis trop longtemps. Maintenant, notre responsabilité, c'est de faire cesser ce massacre parce qu'une vie vaut une vie, il faut en protéger. On reste sur le dossier international avec Kamel qui nous appelle des Lilas au nord de Paris. Bonjour Kamel. Oui, bonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices. Et à Manon Aubry. Et à Manon Aubry, bien évidemment. Oui, allez-y, posez votre question Kamel. Écoutez, au travers de ce que j'entends, bien évidemment, moi je prêche plutôt la paix et l'amour et tous ceux qui pourront aller en ce sens me semble être la chose la plus importante dans notre pays, notamment sur notre responsabilité ici en France à devoir être vraiment, non pas l'arbitre, mais vraiment cette nation qui est passée
durant des décennies par des conflits, etc. Oui. Et la population... Votre question, Kamel, on comprend bien l'état des lieux que vous voulez brosser, mais est-ce qu'on peut aller, j'allais dire, au fait, au but? Et alors moi, en fait, je dirais à Manon Aubry, êtes-vous prêt à vous allier avec l'ensemble des politiques de ce pays, qu'ils soient de droite, de gauche? Un grand nombre de concitoyens sont sans étiquette politique. Oui. Nous souhaitons que l'ensemble des politiques en France prennent une position conforme à ce que nous entendons, c'est-à-dire la paix. Mais vous parlez de la guerre en Ukraine, vous parlez de quoi exactement, précisément? Oui, de la paix de la paix partout, la paix en Israël, la paix dans tous ces conflits qui existent aujourd'hui, et nous avons, nous, la France, un rôle important, très important à jouer. Alors, il serait bon que les uns et les autres arrivent à converger pour arrêter de diluer dans notre société une espèce de psychose constante qui rend notre société, qui fait en sorte que nos sociétés deviennent un peu nauséabondes. Il suffit d'aller dans la rue et vous le comprendrez. Voilà. Voilà, est-ce que d'une certaine manière, j'essaye de me faire le porte-parole de Kamel, vous pensez qu'il doit y avoir une union nationale, notamment sur ces questions internationales? On parlait à l'instant. Et peser sur la paix. De Gaza, de l'Ukraine. J'aimerais, mais vous voyez bien qu'il y a un désaccord aujourd'hui dans la classe politique. Quand moi je prends un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et des sanctions à l'égard du gouvernement israélien pour qu'il arrête de massacrer le peuple palestinien, vous avez des responsables politiques qui préfèrent afficher un soutien inconditionnel au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Inconditionnel veut dire que, quel que soit ce qu'il fait, eh bien, il faut le soutenir. Je ne suis pas d'accord avec ça. De la même manière, en Ukraine, vous avez vu que le président de la République n'a pas exclu d'envoyer des troupes. Raphaël Glucksmann prône une économie de guerre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Moi, je vais aller plus loin parce qu'on a parlé d'un sondage ce matin. Vous avez peut-être entendu parler. Sondage, étude menée par le Cevipof sur les 18-25 ans en France. Un jeune sur deux se dit prêt à revêtir l'uniforme et aller se battre sur le front en Ukraine si la France décide d'entrer en guerre. Un jeune sur deux, j'aimerais bien avoir votre réaction. Je ne suis pas sûre que beaucoup de jeunes soient en réalité volontaires pour aller mourir sur le champ de guerre, parce que c'est ça dont on parle. C'est l'éventualité, y compris que la France entre dans un conflit direct avec la Russie. Je rappelle que la France et la Russie sont deux puissances nucléaires. La puissance nucléaire, pour ceux qui se rappellent un peu l'histoire, on peut exterminer le monde entier. Donc je pense que notre rôle et notre responsabilité, en particulier quand on fait de la politique, c'est de chercher la désescalade, de chercher ce chemin de la paix. Un jeune sur deux qui se dit prêt à aller combattre, ça vous paraît, Manon Aubry, acceptable? La question, c'est pas acceptation, la question, c'est quelle est la meilleure stratégie pour retrouver la paix, parce qu'on a tous intérêt collectivement à avoir la paix. Et je ne pense pas que l'escalade militaire... C'est laquelle alors? Moi, ce que je propose, ce que je propose, c'est un plan de paix en 3 parties. Le premier, c'est un soutien financier et logistique pour que Poutine ne gagne pas la guerre. Le deuxième, c'est ouvrir un canal diplomatique pour trouver ce chemin sinueux de la paix qui peut commencer par la protection des centrales nucléaires qui se trouvent en Ukraine. Il y en a 15 d'entre elles qui, là aussi, faire une guerre au milieu de centrales nucléaires, vous faites peser un risque sur le continent européen. Et troisième point, c'est acter des garanties de sécurité mutuelle qui permettra de trouver à la fin un accord de paix et aider à la reconstruction de l'Ukraine, notamment en annulant sa dette. Ça a été signé, ça a été signé entre la France et l'Ukraine. Alors non, je parle d'accord. À l'Assemblée nationale. Je vous parle d'acter des garanties de sécurité mutuelle entre les différents États. À l'Assemblée nationale, ce qui a été voté, c'est la stratégie globale de la France. Et oui, je ne suis pas d'accord à la fois avec l'escalade militaire qu'on évoquait, et je ne suis pas d'accord non plus pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. On peut aider financièrement l'Ukraine, on doit le faire, mais on ne doit pas le faire au péril de notre agriculture et de notre industrie. On va affaiblir notre agriculture et notre industrie. On va en reparler. N'aidera pas l'Ukraine, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais si on va en reparler, rendez-vous après la pub. Justement, après ça, après la pub, elle fait tout. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Le grand jury des auditeurs. Et pour encore quelques minutes, Manon Aubry, tête de liste, la France insoumise aux élections européennes, répond aux auditeurs d'RTL, répond à Samuel en l'occurrence. Samuel, éleveur de porcs bio. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour. Et Manon Aubry vous écoute. Bonjour Samuel. Oui, bonjour Manon Aubry. Je vous appelais par rapport au glyphosate, parce que ça fait des décennies qu'on parle d'interdiction du glyphosate en agriculture. Chaque fois qu'il faut statuer, la Commission européenne en fait repousse et finalement on voit pas d'interdiction arriver. On se rend bien compte qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il va falloir amener d'autres solutions pour se passer du glyphosate. Mais tout l'argent qui est mis dans des plans éco-phyto en fait ne sert pour l'instant pas à grand chose. Donc la bio est une des solutions pour sortir du glyphosate. Moi je voulais savoir qu'est-ce que vous comptiez mettre en place pour accompagner réellement les producteurs vers une sortie de glyphosate avec des solutions réelles, et est-ce que la bio est pour vous une solution pour aussi sortir de ce glyphosate et comment vous allez l'accompagner? Eh bien voilà. Merci Samuel. Vous avez raison de parler quelque part d'une forme de trahison sur le glyphosate, parce que c'est une promesse qui a été faite par Emmanuel Macron lui-même et qui ensuite, quand s'est posé la question au niveau européen de l'interdiction du glyphosate, qui ne l'a pas voté. Et le résultat, c'est malgré le fait qu'on sache désormais que ce soit un cancérigène probable, eh bien le glyphosate a été réautorisé au niveau européen. Et pour moi, ça c'est le résultat de l'influence des lobbies qui est beaucoup trop importante au niveau européen. Moi, je me suis battue pendant tout mon mandat pour dégager les lobbies des institutions européennes qui, la réalité, font la loi. On a un quart des députés européens qui sont payés par des ingérences étrangères, par des lobbies ou par des entreprises, en plus de leur indemnité d'élu. Et j'ai été la seule à proposer au Parlement européen qu'on interdise ces rémunérations annexes. Je parle de ce combat contre les lobbies parce qu'en réalité, c'est ce qui est en filigrane. On ne ramènera pas des lois européennes dans l'intérêt du plus grand nombre sans faire le ménage, parce que les lobbies, c'est comme les vampires, ils détestent la lumière. Donc maintenant, il faut se débarrasser de l'opacité européenne. Et pour aider les agriculteurs. Sur le plan pratique, le glyphosate, avec le groupe dans lequel vous siégez au Parlement européen, vous n'aurez de toute façon jamais la force de l'interdire. Bah attendez, ça dépend du résultat du 9 juin. Si vous êtes contre le glyphosate, alors votez pour ma liste que je conduis de l'Union populaire. Si vous adorez le glyphosate et que vous voulez encore plus de cancer, vous pouvez voter pour la liste de Madame Hayet, la macroniste. Et je veux juste finir sur l'aide aux agriculteurs. Pour ça, oui, il faut les accompagner. Et c'est pour ça qu'il faut complètement réorienter la politique agricole commune pour aider précisément des agriculteurs comme Samuel qui montrent qu'un autre modèle est possible. Alors, dans les auditeurs et effectivement les candidats dans cette émission, il y a une tradition. On pose une question à l'invité de la semaine prochaine. C'est-à-dire que la semaine dernière, c'est Marion Maréchal qui vous a posé cette question. On la réécoute. J'ai débattu il y a quelques semaines avec Mathilde Panot, qui fait également partie de la LFI, comme vous le savez. Alors j'aurais bien aimé qu'elle me réponde à la question sur laquelle Mathilde Panot était un peu gênée, de savoir est-ce que le racisme anti-blanc existe. Voilà. Donc Madame Aubry, est-ce que le racisme anti-blanc existe selon vous? Voilà, question qui vous est adressée par Marion Maréchal. Je retourne la question à Marion Maréchal Le Pen. Combien de fois dans sa vie a-t-elle fait l'objet de racisme? Le racisme, si vous prenez la définition, c'est un système structurel de domination qui théorise la supériorité d'une race sur l'autre. Et en pratique, qui se traduit par des discriminations. C'est par exemple, aller voir tous les jeunes arabes ou les jeunes noirs dans les quartiers populaires qui font l'objet 20 fois plus de contrôles au faciès que n'importe qui dans la rue. Vous, moi, n'importe qui d'autre. De la part des forces de police, mais dans ces secteurs, dans ces quartiers auxquels vous faites allusion, c'est des discriminations aussi au logement. C'est des discriminations d'accès au logement, c'est des discriminations d'accès à l'embauche. C'est ça aujourd'hui le racisme dans notre pays. Et je pense que manifestement, Marion Maréchal Le Pen ne connaît pas bien le racisme pour en parler de cette manière-là. Merci beaucoup. Alors du coup, moi, maintenant, je m'adresse à vous pour l'invité de la semaine prochaine. Ça sera Valérie Hayet qui est tête de liste, vous le savez, Renaissance. Voilà, Renew. J'ai une question pour Valérie Hayet, puisqu'elle refuse jusqu'à nouvel ordre de débattre avec moi et manifestement à ce stade préfère débattre avec l'extrême droite. Je veux lui demander, elle qui est fille ou petite fille d'agriculteur et qui n'a de cesse de défendre l'agriculture, pourquoi elle vote à tour de bras des accords de libre-échange comme un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui va faire venir du lait de l'autre bout du monde alors qu'on en produit ici et de très bonne qualité. Voilà, la question posée, vous aurez évidemment la réponse la semaine prochaine avec le grand jury des auditeurs d'RTL avec Valérie Hayet. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Ça s'est bien passé? Oui, nickel. Et ben voilà, pour nous aussi et pour les auditeurs d'RTL. On parlera un peu plus de questions sociales, j'espère, la prochaine fois que vous me réinvitez. Ce qui est la première préoccupation des Français, la vie chère. Voilà, et nous on va parler des HLM dans un instant. Il faut faire le tri dans les HLM. Et... Je pense que plutôt que de faire la chasse aux locataires, on devrait plutôt créer du logement social. Ce sera un peu plus efficace contre les gens qui galèrent à avoir un logement. On va en parler tout de suite. 4 millions de gens quand même, de mal logés dans le pays. Merci beaucoup, Manon Aubry. Merci à vous.
Jusqu'à 14h30. Vincent Parisot vous donne la parole sur RTL.